Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Plein Phare, le podcast business 100% breton. Nous sommes Mathilde et Yann, deux entrepreneurs brestois dont l'objectif est de mettre en lumière la Bretagne et son dynamisme économique. Vous le connaissez sûrement déjà de nom, mais est-ce que vous savez vraiment qui est Jean-Pierre Nadir ? Investisseur dans l'émission Qui va être mon associé sur M6, mais aussi entrepreneur répétitif comme il aime à le dire, Jean-Pierre Nadir est actuellement dirigeant de Fairmove, une plateforme de voyage éthique et responsable. Il a également fondé Miss Pizza, les éditions de demain et Easy Voyage, ce qui lui confère un regard d'expert en matière d'entrepreneuriat. Vous le constaterez rapidement, Jean-Pierre n'a pas la langue dans sa poche et il nous livre son parcours et ses expériences de vie sans aucun filtre. Si vous êtes à la recherche de conseils business d'un entrepreneur chevronné, vous êtes sur le bon épisode. On vous souhaite une très bonne écoute. Bonjour Jean-Pierre. Bonjour. Merci d'avoir accepté de participer à l'aventure Plein Phare pour nos... vous avez été déterminé, donc déterminant. Pour nos invités qui ne te connaissent pas, est-ce que tu pourrais te présenter en quelques mots s'il te plaît ? Ça existe, les invités qui ne me connaissent pas, ils ne sont pas dignes d'être dans cette émission. Mais ceci dit, donc la blague à part, donc Jean-Pierre Nadir, 57 ans, entrepreneur donc depuis l'âge de 21 ans, on va dire serial entrepreneur, puisque j'ai créé plusieurs boîtes. Donc moi je préfère d'ailleurs dire entrepreneur répétitif, parce que je trouve que le côté serial, il y a un côté un peu LinkedIn, un peu série, donc un peu serial killer, donc voilà. Et puis il y a un côté un peu facile, alors que voilà, répétition, ça veut dire un peu répétition de l'effort, quoi. Parce qu'entrepreneur, donc c'est en général un sacerdoce, et entre l'idée, donc la mise en œuvre de l'idée et le début de réalité d'un succès économique, il se passe quand même pas mal de temps. Ouais. Et donc entrepreneur, c'est en général ronger son frein, c'est l'école de la frustration et non de la résignation, parce qu'au contraire, il faut en permanence, effectivement, donc faire montre d'énergie pour dépasser le cap. Pendant ton enfance et ton adolescence, tu as été très voyageur en Bretagne. Tu as vécu à Saint-Brieuc, Carhaix, Brest, Daoulas, etc. Pourquoi est-ce que tu as choisi de quitter la Bretagne pour Paris pour tes études ? Pour moi, c'était une évidence. Donc, moi, j'ai fait sport-études à Lorient. Ensuite, j'ai fait donc Sciences Éco très peu de temps à Rennes. Et pour moi, c'était évident que pour se réaliser, il fallait partir à Paris. C'est-à-dire que il y avait plein de raisons à ça. La première, c'est que je sentais bien que le business, que l'énergie, que l'environnement économique en réussite était plutôt à Paris, que les réseaux étaient plutôt donc à Paris. Et puis surtout, donc j'avais peur de m'encrouter parce qu'en fait, en Bretagne, moi, j'y étais bien. Je faisais du sport, je faisais des blagues, j'avais des bandes de potes, tout se passait bien. Et donc, je me suis dit, si je reste là, je ne pourrai jamais sortir de ma condition, puisque finalement, j'étais un peu dans mon 37-2. Et donc, je me suis fait violence. Voilà. Partir à Paris, c'était tourner la page d'une époque dorée, parce que c'était une époque sympa, le sport, les copains, la fiesta, etc. Tout ça m'allait bien, mais je voyais bien que ça ne pouvait pas être une fin en soi. Voilà, pour moi, c'était un début. Le début, il a commencé tôt, puisque tu t'es lancé à 18 ans. Tu as lancé un commerce de crêpes pour des campings. 16 ans. 16 ans, Oh là là. encore plus tôt. Un commerce de crêpes pour des campings à la Forêt-Fouesnant. Ouais. Et à 22 ans, tu as lancé Miss Pizza, qui livrait en moins de 30 minutes partout 21 à Paris. 21 ans, pardon. C'était un concept qui était révolutionnaire à l'époque. Mm-hmm. Est-ce que tu as toujours senti cette fibre entrepreneuriale en toi ? Bah oui, la preuve, tu vois. Si j'ai démarré à 16 ans, c'est qu'a priori, je l'avais déjà en moi. Et donc la question, c'est d'où elle venait, tu vois. Et en fait, j'en sais rien. C'est-à-dire que la vraie réponse à ça, c'est que moi, je suis d'une famille, donc déjà, mes parents étaient divorcés, donc moi, j'étais seul avec ma mère, donc en Bretagne. Ma famille était principalement dans le domaine de l'agriculture, et donc j'allais à la ferme tous les étés faire la moisson, etc. Voilà, et donc moi, j'avais une ligne d'horizon qui était relativement courte, in fine. Et ce qui m'a ouvert l'esprit et ce qui m'a donné envie d'aller plus loin. Je pense que c'est le fait, comme vous l'avez souligné, que j'ai déménagé chaque année avec ma mère qui était enseignante, et que donc je me suis jamais fixé à un endroit et j'ai toujours dû relancer donc le processus relationnel consistant donc à se créer des amitiés donc et avoir un cercle et à définir un cercle et donc finalement je me suis jamais investi dans les gens donc très longtemps, puisque je savais que de toute façon j'allais les perdre à un moment ou à un autre. Donc je pense que ça favorise le fait de pouvoir se transporter ailleurs, quoi. Donc d'une part, et puis deuxièmement, j'étais d'une condition modeste. Et donc, je voulais m'en sortir, et j'ai assez vite compris que finalement, j'avais pas beaucoup de talent. Donc, en tous les cas, j'en avais aucun capable, à lui seul, de me donner un destin.
et que le seul, effectivement, peut-être domaine dans lequel je pourrais me réaliser, c'était le business, parce que je lisais des bouquins, donc moi, ma ligne d'horizon et ma capacité à me projeter, elle venait vraiment de l'ouverture donnée par les livres, hein, donc moi, je lisais beaucoup, et donc là, je me suis projeté dans des personnages, dans des aventures, dans des pays, et je me suis dit, voilà, j'ai envie d'avoir une vie qui soit très différente de celle qu'avait connue ma mère, donc et ma grand-mère, quoi. Donc voilà, ma grand-mère, sa ligne d'horizon, c'était le bout de la route, du chemin qui menait à la ferme. Ma mère, c'était un peu plus, c'était la Bretagne ou même le Finistère et les Côtes d'Armor. Voilà, et moi, sans revendiquer le fait d'avoir un destin mondial, ou en tous les cas d'avoir une vision donc mondiale, j'avais l'idée que, un peu comme définissait Jacques Brel, voilà, quand il parlait, il disait les femmes, ce qu'elles veulent quand elles voient une plaine, etc., c'est construire une maison quand elles sont en couple, et l'homme, lui, il voit la colline, et ce qu'il veut, donc c'est dépasser la colline. Voilà, moi j'ai toujours voulu dépasser la colline. Et tu as dépassé la colline d'ailleurs. Tu parlais de lecture, et justement tu as travaillé rapidement dans le monde de la presse, et tu es devenu actionnaire du groupe Entreprendre. Tu as racheté aussi le quotidien Le Sport à 25 ans, et comme tu le disais, tu viens d'un milieu assez modeste. Comment est-ce que tu es devenu actionnaire si tôt dans ta carrière ? En fait, je suis devenu actionnaire parce que j'ai accepté un salaire modeste contre le fait d'avoir un plan actionnarial, d'intégration actionnariale. Donc, à l'époque, on appelait ça des BSA, mais plutôt c'était un modèle participatif. Et donc, en fonction du chiffre d'affaires que je générais, j'avais un accès au capital. Et donc, j'avais un plan sur 4-5 ans. Et en fait, en même pas un an, donc j'avais atteint tous les objectifs. Et donc, j'ai eu 15% du groupe Entreprendre, ce qui était un montant assez conséquent. Et en fait, j'avais compris une chose, c'est que pour faire du capitalisme, il faut des capitaux. Et moi, j'avais pas de capitaux. Donc, à un moment donné, pour en avoir, je me suis dit, il faut que j'ai des actions, quoi. Et donc, les actions, comment je peux les gagner ? À la force de mon travail. Et donc, pour ça, il fallait que je me rémunère moins et que j'accepte qu'une partie des revenus que j'allais dégager, de la valeur que j'allais créer, soit rémunérée non pas en salaire, mais en actions. Et un an plus tard, tu as créé les éditions de demain et plusieurs magazines, donc notamment les magazines Voyager, Cuisiner. Tu en as fait un grand groupe de presse. Qu'est-ce qui te plaisait dans le secteur de l'édition ? Pourquoi être resté là-dedans ? Moi, ce qui me plaisait dans le secteur de l'édition, donc, c'était le fait qu'on pouvait... On était au carrefour en fait de deux mondes, de trois mondes même. D'un côté, donc il y avait une dimension industrielle parce qu'on produisait des journaux et donc il y avait des grosses machines, des rotatives qui tournaient, qui employaient plein de monde. On achetait du papier donc en tonnes et donc voilà, il y avait une dimension industrielle. Bon. De l'autre, il y avait une dimension sociologique et marketing puisque on s'adresse à des gens et donc on délivre un message, on apporte des réponses à des questions. Et puis la troisième chose, il y avait donc une dimension donc artisanale et créatrice à l'opposé donc de la partie industrielle puisque on embauche des journalistes, on brasse des idées, on produit des articles et donc ça c'est un peu artisanal quoi. Donc et donc ces trois choses réunies me donnaient un sentiment de plénitude extrêmement fort. En plus dans le voyage donc j'écrivais des éditos, j'avais des idées je concevais donc les sujets, j'animais des photographes donc après j'ai créé une agence photo donc et donc il y avait un côté aventurier quoi et aventureux quoi donc voilà je rencontrais un tas de gens intéressants donc à l'époque les grandes figures Jacques Maillot, Gilbert Trigano qui a inventé le Club Med, Jacques Maillot donc Nouvelles Frontières. C'était un monde qui était à la fois un monde de business, on brassait des gros volumes et en même temps effectivement donc un monde très humain. Voilà et donc l'alchimie de tout ça me donnait une énergie et un supplément d'âme puisque les affaires c'est pas que de l'argent quoi donc c'est aussi de la réalisation personnelle. Et est-ce que à ton avis ça serait toujours pareil aujourd'hui ? Non. Parce que le domaine de l'édition a quand même beaucoup changé. Oui. Non, aujourd'hui, moi, je déconseillerais à quiconque de se lancer dans l'édition, même s'il y a sûrement des réussites encore à y faire, mais carrément oui, parce que, bon, d'abord, les kiosques, les marchands, pour qu'il y ait des journaux et des ventes, il faut qu'il y ait des marchands de journaux. Marchands de journaux, il y en a de moins en moins. Ouais. Donc, ça limite la capacité, donc, à propager, donc, vos idées. La deuxième, c'est que le digital, évidemment, donc, a rogné, donc, a dévoré, pour ne pas dire, donc, a supprimé de la carte un certain nombre de secteurs. Moi, j'ai fait de la presse pratique de voyage. Aujourd'hui, cette presse-là, on la retrouve en totalité, donc, sur Internet. Ouais. Les contenus éditoriaux, donc, sont de plus en plus produits par les internautes eux-mêmes et donc la réalité du modèle de la presse aujourd'hui
est quand même extrêmement compliqué, même s'il y a encore des réussites, puisque si on prend un groupe comme Reworld Media, Chevalier qui a agrégé un tas de titres, il arrive et il gagne beaucoup d'argent, mais parce qu'il a digitalisé donc de vieilles marques, il a créé des communautés, il a réduit les coûts au maximum, mais cette presse-là, en fait, ou ce paradigme, ce nouveau paradigme qui finalement est d'appréhender la presse au travers des coûts, plutôt qu'au travers des coups de cœur, tu vois, je me plais déjà beaucoup moins. Donc voilà, mais même si moi, j'étais un cost-killer avant l'heure, je me battais comme une bête, je lâchais sur rien, etc. Parce que la presse, quand tu le gagnes au fruit de beaucoup d'efforts, et tu gagnes peu et pas très longtemps, et quand tu perds très vite, et beaucoup. Voilà. Et donc, il faut être fortement capitalisé. Le seul intérêt de la presse, c'est que tu peux rentrer sans beaucoup d'argent, parce qu'en fait, tu peux autofinancer assez facilement ton développement, en tous les cas au début. Voilà. Après, ça devient beaucoup plus difficile. Et je crois que l'aventure s'est assez mal terminée. Non, c'est pas mal terminé. Elle s'est pas terminée à la hauteur des espérances que j'aurais pu avoir, mais elle s'est pas mal terminée, puisqu'en fait, à la fin, donc j'ai fait 10 ans de développement du groupe, et à la fin, j'ai vendu au groupe Aguesso qui faisait côté sud, côté ouest, etc. Après, c'est mal terminé dans la mesure, on peut dire ça dans la mesure où j'ai pas gagné beaucoup d'argent. Donc au travers de cette cession, en fait, j'ai perdu de l'argent pendant 2 ans. J'en ai toujours gagné pendant 7-8 ans, enfin pendant 7 ans. J'en ai perdu pendant 2 ans. Et ensuite, j'en ai regagné donc la dernière année en réduisant les coûts, en gérant, etc. Donc de manière plus serrée et en limitant en fait les investissements que j'avais fait dans 2 secteurs qui étaient le sport et la mer. J'avais lancé un magazine sur la mer qui était un magazine magnifique qui s'appelait Mer et Océan, qui avait d'ailleurs un bon succès en Bretagne, mais qui malheureusement n'avait pas d'annonceur. Donc je perdais pas mal de fric. Alors je gagnais du fric avec les grandes voiles. Je faisais les grandes voiles, j'avais l'exclusivité donc à Brest. Donc là j'avais un hors-série donc qui cartonnait. Mais voilà, à part ça, le reste c'était compliqué. Et j'avais une équipe qui était de qualité, donc qui coûtait un peu d'argent. Et d'ailleurs, c'est marrant parce que tout à l'heure, ici, on est à Paimpol, on peut le dire. Donc, il y a la librairie du Renard, donc qui est très connue, donc dans les Côtes d'Armor, parce que c'est une librairie vraiment de passionnés, donc très grosse librairie, donc comme on en trouve dans les grandes villes. Ils mettent des petits mots sur les livres, donc qu'ils ont lus pour encourager donc les acheteurs et les futurs lecteurs. Et donc, il y a une journaliste de mon équipe de l'époque, là maintenant qui a un certain succès et qui était mise en avant dans les livres, là, qui s'appelle Monica Sabolo, qui a démarré avec nous, donc qui était journaliste à Mer et Océan. Et donc ça aussi, c'était une satisfaction, la presse, de se dire que tu dirigeais des gens qui avaient eux-mêmes beaucoup d'ambition, qui avaient des grosses qualités, tu vois. Et donc tu surfais sur l'addition d'énergie qui était très intéressante. Et donc, bref, moi j'ai vendu donc à Aguesso, donc qui lui faisait côté sud, côté ouest, atmosphère, etc. Et je suis resté 1 an avec eux. Moi, j'avais pas de vocation à rester salarié, et donc je suis reparti. Donc j'avais gagné de l'argent, beaucoup d'argent, enfin pas mal d'argent avec Entreprendre. Je suis reparti avec un montant quasi identique, donc après l'aventure de mon groupe de presse. Donc c'est sûr que c'était pas une réussite économique. J'avais beaucoup appris et j'avais surtout compris donc on arrivait un peu à la fin d'une époque et que l'énergie la nouvelle énergie qui allait pouvoir transporter donc l'information, la modeler donc et créer les nouveaux modèles, c'était évidemment le digital. Et donc en 99, j'avais commencé à m'intéresser en 96 au digital et en 99 donc j'ai commencé à réfléchir à un vrai concept autour effectivement donc du voyage et du digital. Et donc ce concept c'est Easy Voyage. Tu le disais tout à l'heure, tu étais un aventurier, tu es passé des crêpes aux pizzas à l'édition et pour atterrir dans le voyage où tu es toujours aujourd'hui. Qu'est-ce qui t'a motivé à lancer un comparateur de voyage ? Je crois que tu faisais partie des premiers d'ailleurs en 2000, c'était vraiment les débuts d'Internet. Comme la pizza. Donc, un visionnaire. Oui, j'ai souvent été très bon dans la vision. J'ai parfois été plus mou du joug dans l'exécution. Donc, sinon, j'aurais fait Google ou Facebook, quoi. Donc, voilà, malheureusement. Donc, visiblement, t'es pas le seul parce qu'il n'y a pas d'entreprise française comme ça. Donc, je sais bien, mais tu vois, en 2000, quand je fais Easy Voyage, tu vois, Kayak, qui est maintenant leader mondial, apparaît en 2005-2006, tu vois. Google arrive en France en 2006, donc si tu veux, j'avais quand même beaucoup de vision et beaucoup d'avance. Maintenant, j'avais pas forcément toujours les moyens non plus de pouvoir aller très vite. Mon époque était une époque différente où
on levait pas de l'argent aussi facilement qu'aujourd'hui. On devait faire d'abord une démonstration donc avant de pouvoir donc accélérer. Et quand on avait un concept national, comme tu l'as très bien dit, on s'en contentait. Il y a très peu d'acteurs français qui finalement ont réussi à avoir une portée mondiale. Ouais. Donc voilà, même si on prend les grandes marques françaises, du digital, vente privée, ça reste franco-français. Donc alors il est européen maintenant, pardon. Mais en tous les cas, il a essayé les États-Unis, donc ça a échoué. Il y a pas mal de stars du business en France qui finalement sont des boîtes qui ont été rachetées. Mythique, ça a été racheté par Match, les Américains. La boîte de mon ami Simoncini, voilà, en général, c'est plutôt les Américains qui raflent la mise plutôt que l'inverse. Donc après, il y a toujours des contre-exemples. Hein, donc il y a des Français qui évidemment réussissent, mais dans ces cas-là, il faut partir aux États-Unis. Je pense qu'il faut aller à Mountain View, il faut aller là où ça se passe, quoi. C'est-à-dire que vous savez que 1/3 de l'equity mondial est investi à Mountain View, c'est-à-dire dans la Silicon Valley, hein, pas en Californie, dans la Silicon Valley, 1/3. Bon, bah voilà, si t'es à un endroit donc qui ressemble au Côte d'Armor et tu te dis qu'effectivement donc il y a 1/3 de l'argent mondial investi dans les boîtes qui arrive là, bah c'est sûr que c'est mieux d'être à cet endroit-là donc que d'être à Paimpol. Voilà, t'as plus de chances dans tous les cas que, comme dirait Macron, qu'il y ait du ruissellement qui se fasse à cet endroit-là. Et qu'est-ce qui manque en France, à ton avis, pour avoir des belles réussites comme ça, mondiales ? Alors moi, je pense qu'il manque. Moi, je parle de mon époque. Aujourd'hui, c'est beaucoup moins vrai. Aujourd'hui, quand je vois l'émission qui m'ont associé, donc auquel je participe, dont on va parler après, j'imagine. Ouais. Voilà, et ben on voit bien qu'effectivement, donc entre la BPI et les fonds d'investissement, aujourd'hui, il y a une capacité à lever de l'argent qui est beaucoup plus forte qu'à mon époque. Et de ce point de vue, on est sans doute un des meilleurs exemples européens. Donc, mais elle reste beaucoup plus faible qu'aux États-Unis, notamment. Bien sûr, mais on trouve assez vite, parce que le vrai sujet, c'est la rapidité avec laquelle tu trouves l'argent. Tu vois, c'est-à-dire qu'au fur et à mesure de ton développement, il faut que l'argent arrive quand on a besoin, quoi, et pas 10 ans plus tard. Et donc, aux États-Unis, le gars, il fait un petit post-it en disant 5 règles, il va pouvoir lever 200-300 000. Avec ces 200-300 000, il peut faire un petit POC. Avec le petit POC, si ça fonctionnel, il peut lever 2-3 millions de dollars. Avec 3 millions de dollars, donc il commence à faire une démonstration, une preuve de concept avec des clients et un peu de chiffre d'affaires. Et à partir de là, donc, il peut commencer à lever des centaines de millions de dollars. Ce que je viens de raconter, c'est l'histoire d'Airbnb. Voilà. C'est 3 potes qui ont une idée, ils lèvent un peu d'argent. Avec cet argent, ils font un petit début de réalité en louant leur appart et l'appart d'un pote, enfin une chambre chez eux et une chambre chez un pote. Et puis avec ça, ils enchaînent. Et puis ils ont levé après 100 millions et puis ils ont levé après donc 1 milliard. Et ils en sont à 4-5 milliards de levée. Et donc ils font le leader mondial, mais avec 5 milliards. En France, à l'époque, 1 an plus tôt, on a une jeune femme donc, qui lance Bédi Cassa. Voilà, elle lève 300 000 euros, comme eux, qui lèvent 300 000, sauf que eux, donc l'année suivante, ils enlèvent 2 ou 3 millions, elle lève 100 000, et après, eux, ils lèvent donc 10 ou 15 ou 20 millions, et puis après, ils ont levé 100 millions, et puis après, comme je l'ai dit, 1 milliard, 1,5 milliard, plus de milliards, etc. Et donc, le niveau de compétition n'est pas du tout le même, parce que le marché n'est pas le même non plus. Parce qu'évidemment, il faut bien rappeler que quand tu réussis aux États-Unis, tu es sur un marché donc, de 220 millions ou 250 millions de consommateurs, donc ce qui n'est pas la même chose que nous. Et nous, pour faire l'équivalent, il faut qu'on fasse l'Europe. Et pour faire l'Europe, c'est plein de langues différentes, c'est déjà un tas de complications, si tu veux. Donc voilà, donc on a moins de traction donc initiale, à la fois donc en termes de capacité de démonstration, de preuve de concept, et en même temps, effectivement, donc d'argent levé. Voilà. Mais il faut bien dire que depuis la French Tech et tout le travail fait par la BPI, remarquable, et donc là, pour le coup, impulsé par Macron, on peut l'aimer ou pas l'aimer, mais en tous les cas, s'il y a une vraie réussite de ces 2 mandats, ça a été le fait de développer un esprit entrepreneurial en France qui n'existait pas, de faire en sorte qu'aujourd'hui, il n'y a plus un gars qui sort d'une fac qui n'a pas envie de créer sa boîte, alors qu'avant, donc les mecs, ils voulaient tous être fonctionnaires. Donc, et aujourd'hui, voilà, le rêve des startups, etc., c'est quelque chose sur lequel ça crée beaucoup d'énergie et d'énergie positive, puisque ça développe de la créativité et ça remet la France au centre de pas mal de projets. On est au cœur des réinventions des modèles dans le domaine de l'hydrogène, on est au cœur des réinventions donc, dans le domaine électrique, on est au cœur des réinventions donc, dans le modèle du transport, etc. Donc, alors, on se bat avec les Chinois, on se bat avec les Américains, on n'est pas les seuls, mais aujourd'hui, on a quand même plein d'acteurs qui sont très innovants et qui créent beaucoup de richesse. Voilà. Et donc, quand il y a de la richesse et qu'on crée de la valeur, ça se redistribue naturellement autour de soi. Toi, qu'est-ce qui t'a poussé à continuer à entreprendre en France, du coup ? Pourquoi ne pas être parti à Mountain View ? C'est une très bonne question. Parce que je parle très mal anglais, donc déjà ça m'a forcément limité, tu vois, naturellement, voilà. Donc ça c'est on n'a pas que des qualités comme dirait l'autre. Et donc
Voilà, parce que moi, encore une fois, j'ai 57 ans. À mon époque, on s'en foutait de parler des langues, etc. Moi, puis comme j'ai sport-études, je pouvais pas être partout. Et donc, alors, j'étais très jeune, j'ai voyagé, etc. À 16 ans, je suis allé en stop en Irlande, etc. Donc, j'avais bien compris l'importance des langues, etc. Mais voilà, j'ai pas un rapport naturel donc aux langues étrangères. Et puis Mountain View est arrivé, si tu veux, moi j'avais déjà 40 ans, quoi, quand j'aurais pu faire ce saut-là. Donc j'aurais pu le faire. C'est certain que 40 ans, j'aurais pu le faire, mais j'étais déjà quand même très installé. Voilà. Et puis après, un manque de courage, sans doute. Hein. Voilà, je pense que dans la vie, on est des fois très courageux, et puis des fois, on a aussi ses lâchetés. Donc peut-être qu'effectivement, donc j'ai manqué à ce moment-là de vista, mais je le sentais pas. Voilà, c'est-à-dire que moi, j'ai fait beaucoup de choses parce que je sentais le coup, et voilà, je me sentais pas monter une view, etc. Des lois différentes, des trucs, moi, j'y comprenais rien, et donc je me suis jamais senti comme ayant une capacité à faire la différence, quoi. Voilà, c'est-à-dire que j'aurais été un de plus. Voilà, je ne voyais pas trop par quel bout prendre le problème, mais peut-être que c'est une erreur et que j'aurais dû y passer 6 mois. Mais par exemple, moi, je me serais naturellement beaucoup plus vu à New York, quoi. Si j'avais dû migrer aux États-Unis, donc je serais plutôt allé à New York qu'à Mountain View. Voilà, pourquoi ? Parce que voire même à Boston, quoi. Voilà, moi, je pense que parce que c'est plus intello, c'est plus européen, Mountain View, c'est un peu les ploucs, quoi. Donc voilà, donc ça gagne du blé, mais voilà, c'est pas la communauté qui m'attire naturellement. Ouais. Quel entrepreneur tu penses être ? Visionnaire, on l'a dit, mais à part ça. Courageux, malgré ce que je viens de dire. Donc, je pense que je pense que la différence, c'est vraiment là-dessus. C'est-à-dire que la caractéristique numéro 1, c'est le courage. Voilà, et donc la détermination, les deux donc étant intimement liés, puisque l'un nourrit l'autre et vice versa. Tu vois, parce que quand t'es courageux, ça anime ta détermination, parce que tu te dis allez on y va, etc. Et donc même pas peur. Et quand t'es déterminé, si tu veux, ça entraîne forcément le courage, parce que t'es confronté à un tas de réalités qui parfois te dépassent, et donc qu'il faut réussir à affronter. Donc voilà, donc moi je pense que je suis un entrepreneur qui affronte les réalités. Voilà, c'est-à-dire que moi je ne me leurre assez rarement. Voilà, c'est-à-dire que je sais qui je suis. Je connais mes qualités, je connais mes défauts, je connais mes faiblesses, parce que des défauts, donc voilà, j'aurais pu les travailler, je l'ai fait sur certains aspects, moins sur d'autres. J'essaye toujours d'être un homme meilleur, mais j'ai peut-être pas effectivement, donc j'ai pas non plus été au bout complètement de tous mes talents, parce que c'est compliqué en fait de tout mettre en œuvre et de se donner toujours les moyens de l'ambition. Il y a parfois on a envie de se laisser porter aussi par les choses. Et quand tu as des petites réussites, des fois tu te laisses un peu porter. Alors non pas que tu t'endors, mais tu es peut-être moins déterminé justement, moins courageux, et donc du coup tu as moi aussi moins de résultats. On aimerait bien connaître ton grand secret. Où est-ce que tu trouves toute ton énergie pour réaliser autant de projets ? C'est vrai, c'est une très bonne question, parce que ce qu'il y a de certain, c'est que j'ai dit courage et détermination, et tout ça évidemment étant alimenté aussi par l'énergie, puisque très clairement moi j'ai toujours eu beaucoup d'énergie, et ça m'a porté effectivement aussi, ça m'a apporté, ça m'a transporté. Et donc d'où ça vient ? C'était encore une fois, je pense que le ressort il est cette volonté de dépasser sa condition, cette volonté donc de se réaliser, cette volonté d'aller plus loin, et donc il faut savoir que tout ça a un prix. Donc voilà, et le prix, c'est évidemment l'énergie qu'on doit y mettre. Moi je pense que sans énergie, évidemment aucun projet ne peut véritablement donc avancer. Voilà, et donc j'ai à la fois j'en avais, et en même temps j'ai compris que j'avais intérêt donc à développer l'usine qui allait me permettre de continuer à en avoir, quoi. Donc et cette usine là, c'est quoi ? C'est une usine justement donc à vouloir réaliser les choses, c'est-à-dire d'un côté donc à les imaginer, et de l'autre à vouloir les mettre en œuvre. La Bretagne, c'est une terre de réseau, on est au bout du monde, donc on est obligé de faire les choses ensemble. Est-ce que pour toi le réseau c'est quelque chose d'important ? Est-ce que ça t'a servi dans toute ta carrière ? Oui, alors ça on l'a pas dit, mais moi je le dis souvent, je pense qu'un des éléments qui m'a le plus aussi servi dans la construction du réseau, c'est l'empathie. C'est-à-dire, c'est la capacité donc à créer du lien avec des gens qui d'un seul coup t'aiment bien, donc puis t'aiment tout court, et donc il se passe des choses qui se passeraient pas si ces gens-là n'étaient pas là. Voilà, et n'avaient pas eu envie à un moment donné d'aller vers toi ou te tendre la main ou de t'aider. Voilà, et ça me vient donc de mes années bretonnes étudiantes où j'ai beaucoup fait de stop. Donc moi j'ai beaucoup découvert la Bretagne en stop dans un premier temps, puis après la France, et puis après l'étranger, donc puisque 16 ans, donc encore une fois je monte dans le nord de la France, je traverse, je vais en Angleterre, puis après je vais en Irlande, et tout ça en stop.
Et le stop, c'est l'école de la nécessité de créer de l'empathie fulgurante, quoi, puisque si tu veux, le mec te voit au bord de la route, il a envie de te prendre au pas, déjà premier acte, bon. Et donc il y a tout un body language. Je connaissais pas évidemment à l'époque la formule, elle n'existait pas, mais en tous les cas, donc elle est adaptée à ça, c'est-à-dire que qui participe à la fois d'un look, des fringues, du sac à dos, de l'endroit où tu t'es mis, de la manière dont tu souris quand la bagnole arrive, etc. Voilà. Donc et moi j'étais assez doué donc pour que les bagnoles s'arrêtent. Et deuxième chose, une fois que tu montes dans la bagnole, il y a des gens qui font plus ou moins d'efforts pour te laisser proche du carrefour où il faudrait être pour continuer ta route, qui t'invitent à dormir chez eux quand c'est tard le soir, qui t'invitent à déjeuner ou à dîner quand t'es étudiant, t'as pas de fric, si on t'invite à déjeuner, t'es bien content, etc., etc. Et donc, moi, j'ai assez rapidement compris que j'avais un petit charisme qui pouvait me servir, voilà. Et donc, je m'en suis servi. Et dans les affaires, ça m'a beaucoup aidé parce que les gens me trouvaient sympa et avaient envie même pas de m'aider forcément, mais en tous les cas de collaborer avec moi. Et donc, par exemple, mes 2 premiers rendez-vous donc dans le domaine du voyage, c'est-à-dire Jacques Maillot de Belle Frontière, donc et Gilbert Trigano, qui avait donc le créateur, pas Serge Trigano, donc et son fils, donc Gilbert, celui qui a fondé le Club Méditerranée, même si ils ont fondé à 2 avec un gars qui s'appelait Gérard Blitz, qui avait créé le Club Olympique, mais toujours est-il que Gilbert Trigano, qui était à l'époque une sommité dans le monde des affaires en France, j'ai réussi à avoir un rendez-vous pour faire une interview de lui, et on m'avait donné un tout petit créneau, j'étais en dernier, il m'a pris 1h30 en retard ou 2 heures, alors qu'on m'avait dit surtout arriver à l'heure, parce qu'il n'aime pas les mecs en retard, il vire les gens, et on m'avait dit surtout, soyez très bon sur la première question, parce que quand la question ne lui plaît pas, il vire les gens. Son bureau en disant c'est inintéressant, j'ai répondu à ça déjà 100 fois, barrez-vous. Et donc moi, j'ai posé une première question, il m'a dit elle est nulle votre question. Et tout de suite j'ai posé une deuxième, et donc il a dit ah celle-là elle est mieux. Et finalement je suis resté 1 heure, et le lendemain son assistante m'a appelé, il m'a dit voilà Gilbert a beaucoup aimé l'entretien, etc. Et il voudrait savoir est-ce que vous seriez intéressé pour faire le magazine du Club Méditerranée. Donc moi j'avais 23 ans, je venais de lancer Voyager Magazine, j'avais fait 2 numéros, et donc évidemment que j'aurais traversé Paris sur les mains pour faire le magazine du Club Méditerranée. Et voilà, et donc 1 heure d'entretien et de contact a suffi à faire basculer donc un peu les choses et à créer une relation. Et puis Jacques Maillot, pareil, avec Nouvelle Frontière, donc il m'a invité à déjeuner et il m'a posé un tas de questions, etc. Et voilà, il s'est dit, c'est ce jeune mec, il est courageux, etc. Et donc en fait, quand t'es pas exemplaire, mais en tous les cas, quand t'es impliqué, quand t'appliques tes propres préceptes et que tu montres que tu mets beaucoup de choses dans la partie, eh ben, tu fédères autour de toi donc plein de gens qui se disent cette démarche elle est louable et on adhère et on a envie de l'aider, voilà, ouais. Ou de l'aimer. Est-ce qu'il y a une erreur que tu as faite et que tu as regrettée et quelle est la leçon à en tirer ? Ouais, j'en ai fait plein des erreurs. Alors là, moi je pense que j'en ai fait moins que d'éléments positifs puisque j'ai plutôt réussi donc malgré tout, voilà. Mais j'ai quand même fait plein d'erreurs. J'ai fait des erreurs classiques, j'ai fait des erreurs de suffisance vis-à-vis de gens où je me sentais un peu en position de force et j'ai pas forcément investi dans la relation suffisamment, et donc je suis passé à côté de gens ou à côté de projets qui ensuite ont plutôt bien marché. J'ai fait des erreurs peut-être en m'obstinant à l'inverse sur des choses qui en valaient pas la peine ou des gens qui en valaient pas la peine parfois. J'ai été parfois trop imprudent, parfois pas assez, parce que toute la problématique effectivement donc posée dans le business, elle est toujours de savoir jusqu'où il faut aller, à quel moment il faut s'arrêter. Entre la réussite et l'échec, la frontière est extrêmement faible, et donc entre détermination et aveuglement, c'est finalement la fin de l'histoire qui dit les choses. Voilà. Et donc, en tous les cas, si une erreur significative, majeure, donc est marquante de mon parcours, je pense que c'est dans mon groupe de presse en 96. Moi, j'avais commencé à comprendre l'intérêt du web. J'avais une agence photo, donc je vendais mes reportages dans 40 pays. Et à l'époque, donc un fonds d'investissement très important donc vient me voir pour me proposer de développer un portail internet, donc de rentrer au capital de mon groupe de presse et de développer ensemble un portail internet. Et puis dans le déroulé des process, à un moment donné, ils n'ont pas exécuté une clause. Je les ai envoyés donc se faire voir. Et j'aurais peut-être pas lu parce que finalement, avec cet argent, j'aurais été beaucoup plus vite. Donc, et même s'ils m'avaient emmerdé et s'ils ne respectaient pas leurs engagements exactement, finalement, j'étais qui pour donner des leçons de morale. Et à la fin, c'était pas vraiment pas l'essentiel. C'est-à-dire que la leçon à en tirer, c'est que moi, à mon avis, il y a 3 leçons à en tirer. La première, c'est que l'argent n'a pas la même valeur selon les époques de ta vie.
C'est-à-dire qu'avoir 10 millions d'euros pour un jeune Nadir à 30 ans, c'est pas comme les avoir donc à 50. Voilà, parce qu'évidemment, on n'en fait pas la même chose et la capacité accélératrice n'est pas la même, hein, donc évidemment. Donc, et ça, en fait, les gens n'ont pas vraiment cette idée-là de timing. Bon, la deuxième chose, c'est que il faut savoir aussi un peu ravaler sa morve et donc rabaisser de sa superbe. Donc, et quand le rapport de force est défavorable, hein, quand tu rentres dans un bar où il y a que des Hells Angels, tu dis pas salut les filles, quoi. Donc, sinon tu prends le risque, ou tu cours très vite, ou tu as fait du karaté, mais bon, tu as quand même intérêt. Voilà. Donc là, il faut savoir aussi parfois accepter l'idée de devoir faire moins le malin. Voilà. Et puis troisième élément, donc c'est que dans les échecs, en fait, il faut savoir reconnaître sa part. C'est-à-dire que je pense que dans l'histoire telle que je la raconte, on se dit le fonds d'investissement sont les salauds, etc. Probablement aussi que j'ai pas été très bon à un moment donné pour expliquer les choses et qu'ils ont pris une décision qui n'était pas la bonne parce que j'ai pas été bon pour l'expliquer. Et donc je pense que dans le déroulé des choses, finalement c'est plus profitable de comprendre ce que toi tu as mal fait que de chercher à chaque fois à expliquer tes échecs par les incapacités des autres. Bien sûr, ouais. On va passer un petit peu sur ton bébé actuel qui est Fairmove. Est-ce que tu peux nous le présenter rapidement et nous dire en quoi ça consiste ? En 2020, donc, quand j'ai quitté Easy Voyage, puisque j'ai vendu Easy Voyage en 2015 au groupe Ovedia, donc en juin 2015, et je devais rester donc 3 ans et demi, finalement ils m'ont demandé de faire une année de plus, et donc j'ai fait 4 ans et demi. Je suis parti donc en mars 2020, et mars 2020 évidemment c'est le Covid, et voilà, et donc l'annonce de Macron, donc qui annonce qu'on va être confiné, Édouard Philippe, donc il est moins beau, donc le lundi devait être en musique, donc ce fameux confinement. Et donc voilà, donc moi j'ai quitté, donc j'avais plus de fonction, et donc ça tombait plutôt bien puisque le business s'arrêtait, et en tous les cas celui qui était le mien, du tourisme, et donc j'ai réfléchi à la fois à la suite de ma carrière, et en même temps, ma carrière, oui, en tous les cas du déroulé, donc des opérations me concernant, et aussi à ce qui m'intéressait, et à comment j'allais le faire, etc. Voilà. Et donc, je me suis tout de suite projeté dans l'idée que il fallait s'intéresser à des business qui allaient un peu changer le monde, et qui allaient permettre d'améliorer un petit peu les choses. Voilà, donc, parce que moi, encore une fois, j'ai pas de gros talent, donc j'ai aucun génie qui me permettrait, donc par un coup de baguette magique, de dire que je vais apporter des réponses aux problèmes de l'énergie dans le monde, aux problèmes de la faim. Donc, mais par contre, je me suis dit, ces problèmes-là, à quel endroit quel est l'endroit le plus intéressant pour pouvoir donc apporter et développer donc des solutions. Et en réfléchissant, alors j'avais déjà investi dans des startups, donc notamment dans une ferme verticale, donc là qui répond au problème des terres arables, puisqu'on utilise très peu de terre, très peu d'eau, donc et donc si ces fermes verticales se développent de manière très forte, ce sera une des réponses, parce qu'on peut produire en plus dans des pays donc où il n'y a pas beaucoup de solutions, comme par exemple aujourd'hui les Émirats Arabes Unis, donc Dubaï développe la plus grande ferme verticale, donc avec Emirates pour produire tous les produits de catering qui vont rendre à bord. Donc moi j'ai investi dans la plus grosse ferme européenne, ça s'appelle Jungle. J'ai investi dans Carwatt, une boîte qui fait du rétrofit, donc c'est-à-dire qu'on transforme les véhicules thermiques en véhicules électriques. Voilà, donc j'avais déjà une vision de c'est quoi les leviers qui vont changer le monde. Mais finalement je suis arrivé à la conclusion que le tourisme était au cœur de tous ces leviers, parce que le tourisme touche à l'éco-bâti, le tourisme touche au transport, le tourisme touche à l'eau et au retraitement des eaux, le tourisme touche aux politiques zéro plastique, le tourisme touche à la relocalisation de production locale, le tourisme touche à la biodiversité, le tourisme touche à la redistribution alimentaire. Bref, tous les sujets, à la formation, donc à la dignité humaine. Donc, et donc je me suis dit, finalement, voilà, moi, le domaine que je connais bien, c'est le tourisme, et le tourisme peut appuyer sur tous ces leviers. Donc, par quel truchement ? Par les hôteliers locaux qui vont réinventer des modèles donc, autour de tout ce que je viens d'évoquer, donc, d'un tourisme plus équitable et d'un tourisme qui passera d'un modèle donc, de prédation à un modèle de redistribution. Voilà. Et donc, je me suis dit, le tourisme m'a beaucoup donné, je vais essayer de m'atteler à cette tâche. Voilà. Et donc, j'ai cherché une marque. Donc là, j'ai quitté mi-mars, parce que j'étais donc le 13 mars, je suis arrivé à Landmodé, et j'ai trouvé la marque Fairmove, donc le 2 ou 3 avril, donc 15 jours plus tard, et donc voilà, j'ai enchaîné. Ouais, très, voilà. J'ai toujours été bon pour les marques, en tout cas, c'est ce que je pense. Donc, parce que Voyager Magazine, Cuisiner, Easy Voyage, voilà, Easy Voyage, c'est une marque qui a fait fantasmer Stelios, le patron d'EasyJet, pendant 20 ans, quoi. Il m'a pourchassé pour récupérer cette marque. Donc, voilà, qui était une marque ombrelle parfaite pour toutes ses activités. Et donc,
moi, quand j'ai lancé Easy Voyage, l'idée c'était de dire on va démocratiser l'accès à l'information dans le voyage. Quoi de mieux comme marque que Easy Voyage, donc qui tout de suite donne cette idée de facilité et donc de sortir de l'obscurantisme. Et donc aujourd'hui, l'idée c'est de dire comment on voyage donc à partir de règles qui sont plus responsables, et donc Fair Move correspond effectivement donc bien à ça. À l'heure des marches pour le climat, des actions militantes, mais aussi de l'inflation, est-ce que tu ne penses pas que le secteur du voyage est justement en déclin ? En tous les cas, il est sous les feux des projecteurs, ça c'est clair, puisque on est coincé d'un côté donc avec les activistes qui veulent nous péter la gueule, donc et de l'autre côté donc avec des problèmes économiques qui sont jamais très bons évidemment, donc pour favoriser donc les voyages. Voilà, moi je débat avec les activistes, eux ils combattent et moi je débat. Voilà. Et pourquoi je débat avec eux ? Parce que je suis leur cible numéro 1. Voilà, s'ils considèrent que ma démarche est du greenwashing total et complet et que donc je surfe sur une vague qui serait une vague géniale pour faire du business. Voilà. Alors déjà, le premier point, c'est qu'aujourd'hui, donc sur 70% de gens qui disent être intéressés par le voyage responsable, il y en a quasiment aucun qui achète. Bon. Et donc le marché n'existe pas. Donc je surfe pour l'instant. Si j'étais donc dans cette idée d'opportunisme, je serais vraiment un gland intégral parce qu'effectivement donc d'opportunité il y en a pas. Bon. Il y en aura une sur 3, 4, 5 ans, 6 ans. On ne connaît pas effectivement donc l'échéance, mais en tout cas à date, il n'y a personne qui rentre dans un agence de voyage et qui dit « Bonjour monsieur, je serais prêt à payer plus cher pour avoir un voyage qui soit équitable, responsable, etc. » Ça n'existe pas. Donc il y a un déclaratif, mais c'est comme dans les supermarchés. Quand vous voyez donc les études, voilà, les gens ils disent tous qu'ils veulent consommer responsable et puis à la fin, c'est 3 à 4% des tickets de caisse donc, qui ont des produits correspondant donc, à cette démarche-là. Tout le monde veut manger bio, mais enfin à la fin, tu achètes les tomates les moins chères qui ont été faites sous serre, etc. Et donc, comme pour les émissions culturelles de France Télévisions notamment. Bien sûr, mais comme Arte, etc. C'est-à-dire que tout le monde déclare regarder Arte et lire Le Monde. Voilà. Et puis à la fin, les audiences de l'une donc, et les ventes de l'autre ne cessent de baisser. Quoi, voilà. Bon. Et donc, la réalité, c'est qu'on fait un travail de fond. Un travail qui consiste à évangéliser, à conscientiser, à expliquer, voilà, et à pousser, à valoriser ceux qui agissent le mieux. Voilà. Je n'ai pas dit ceux qui ont réglé tous les problèmes, ça n'existe pas. Donc ceux qui agissent le mieux. Et donc moi, mon métier, c'est de faire la vitrine de tous ceux qui font des pas importants, mais petits par rapport évidemment donc, à l'échelle de nos problèmes, mais qui en tous les cas vont dans le bon sens. Et pourquoi ? Pour une seule raison. C'est pour moi donc l'emploi à destination. Alors quand on dit ça, on dit ah vous faites du chantage à l'emploi. Et moi je ne fais aucun chantage puisque moi je suis pas groupe, je suis pas hôtelier, j'ai pas de groupe, je dis juste que aujourd'hui 20 à 30% de l'emploi dans le monde, c'est le tourisme, direct et indirect. Je dis que l'agriculture, c'est moins 50% d'emplois sur les 25 dernières années. Que le manufacturier, c'est la machine qui remplace l'homme partout. Ouais. Et que pendant ce temps-là, on a une démographie galopante et une durée de vie qui est plus importante. Donc on a de plus en plus de gens qui veulent bosser et il y a de moins en moins d'emplois. Et donc il y a un vrai sujet. Donc comment on recrée l'emploi ? Moi, dans ma vision du monde, l'emploi, c'est pas de l'aliénation. L'emploi, c'est la libération de l'individu. L'emploi, c'est la capacité donc à s'élever. L'emploi, c'est la capacité à être un homme libre et à pouvoir faire ses choix. Donc parce que tu as les moyens de les faire, tu vois. L'emploi, c'est même souvent un moyen donc d'apprendre, de se former, de comprendre et donc d'avoir de s'élever socialement. Voilà. Donc on parle bien d'élévation sociale. Bon. Et donc, pour moi, l'emploi, c'est noble. Voilà. Et surtout quand les gens crèvent de faim. Aujourd'hui, il y a 2 milliards de gens qui vivent avec moins de $2 par jour. Il y a 2 milliards de gens qui n'ont pas l'accès à l'eau courante. Il y a 1,5 milliard de gens qui n'ont pas accès aux latrines. Voilà. Donc, ces gens-là, leur problème, c'est pas la fin du mois ou la fin du monde, l'arbitrage. C'est la fin de la journée et la fin FAIM. Ouais. C'est comment, à la fin de la journée, je dois manger à mes gosses. Bon. Et ben, ces gens-là, dans quel domaine on peut aujourd'hui donc leur donner de l'espoir ? Eh ben dans le tourisme. Parce que quand on rentre dans un pays, on développe un hôtel donc qui va encore une fois correspondre à tous les nouveaux standards donc pour faire un hôtel donc à énergie donc on va dire passive, donc minimum, voire donc positive. Donc, et les hôteliers en question, eh ben, ils vont commencer par dire on va faire 80% de produits locaux. Ben, pour faire des produits locaux, on va devoir relocaliser donc, des productions. Et pour relocaliser des productions, on va donner de l'argent à des producteurs donc, et on va devoir trouver les terres. Pour trouver les terres, on va faire de la reforesterie. Donc quand on dit par exemple que l'absorption, ça ne sert à rien, c'est totalement faux. Si on plantait des arbres donc, partout où on peut en planter aujourd'hui, on pourrait donc être à somme nulle en captation de ces productions de CO2 donc, chaque année.
et sans toucher aux terres arables. Bon, voire même en dégageant des nouvelles terres, puisque aujourd'hui les arbres permettent d'arrêter la désertification, de recréer de la vitalité en matière de biodiversité et de donner des terres à cultiver en perma par exemple, et en perma-agriculture, puisque les hôteliers ils veulent mettre des produits de qualité au buffet, ils ne vont pas mettre des produits, donc on substitue des produits d'importation qui ont fait 3000 km en moyenne pour arriver donc, sur le buffet, 3000 km, par des produits locaux qui ont fait 30 km, parfois 3 parce que le jardin est juste à côté donc, de l'hôtel. Et là, en perma, on emploie 6 personnes pour 1 hectare. Ici en Bretagne, le gars, il a 40-50 hectares, 70 hectares, tout seul avec un Polonais ou un Roumain et un John Deere, donc il fait 70 hectares. En perma, il faut 6 mecs pour 1 hectare. Et dans certains pays, c'est 8 ou 9. Et donc là, on recrée de l'emploi, on recrée de la dignité. Pendant ce temps-là, le tourisme a une vertu, c'est que n'importe quel couillon peut rentrer dans le tourisme. Tu viens avec quoi comme bagage? Ton énergie. Voilà, ta bonne mine, ton énergie, etc. Et si t'es pas con, tu vas tout de suite progresser parce qu'en fait, tu rencontres des gens, tu apprends des langues, tu vois que t'es pas plus bête qu'à l'autre, tu te dis, mais finalement, moi, je suis un truc, tu vois que tu as du charisme, que tu es séduisant, etc. Et donc, ensuite, l'hôtelier, il va te former, tu as des formations qui sont qualifiantes, etc. Et donc, tu vas pouvoir progresser assez vite. Donc, ça, c'est très important parce qu'aujourd'hui, on dit il manque partout des développeurs. Mais pour être développeur, il faut être ingénieur, il faut avoir des études. En tous les cas, à minima, il faut avoir un bac+3, bac+4 et connaître l'informatique. Si tu veux, ou tu apprends l'informatique à Madagascar. Si tu veux, donc, dans un pays où tu as 95% de gens donc, qui vivent avec moins de $, ça n'existe pas. Donc, et donc, moi, je dis, le tourisme, c'est le levier, le vecteur d'apaisement donc, social mondial. Voilà. Et donc, du coup, pour qu'il y ait du tourisme à Madagascar, du tourisme à l'île Maurice, du tourisme donc, au Sénégal, il faut qu'il y ait des avions. Donc, on ne peut pas dire l'aérien tue, arrêtons les avions. Parce que si on arrête les avions, le monde s'écroule. Et on nous dit, oui, mais parce que vous comprenez, il y a des gens qui meurent pendant ce temps-là du climat. Mais il y a plus de gens qui meurent de faim que de gens qui meurent du climat. Et deuxième chose, on nous promet une transhumance climatologique. Mais elle existe déjà, la transhumance économique. Il suffit d'aller à la porte de l'Hévêque à Paris pour voir effectivement donc, que tous ces gens dans les temps de Quechua. Et donc, si l'avenir des Sénégalais, c'est d'apprendre la natation pour finir ce don de Quechua à Porte de la Villette donc, et pour faire du Uber Eats toute la journée sur un vélo de Uber Eats Paris, et tu veux, on va créer des bataillons de djihadistes. Parce que ce monde déséquilibré est totalement injuste. Et donc un monde injuste, il ne peut pas durer. Donc la réalité de dire le tourisme responsable, c'est uniquement le problème du CO2. Non, le tourisme responsable, c'est réconcilier la planète, les populations locales et les touristes, c'est-à-dire les vecteurs économiques. Voilà. Et donc, moi, je suis positionné sur ce créneau-là. Et j'essaie de faire le mieux possible pour expliquer aux gens que quand on prend un vol direct, c'est 15% de CO2 au moins. Quand on prend une compagnie éco-responsable, c'est encore 15% en moins. Quand on prend une compagnie qui pratique l'écopilotage, et donc quand on dit que cette compagnie elle a un avion neuf, un Airbus, donc nouvelle génération, et ben c'est 20% de consommation en moins, et que le cumul de ces trois choses, c'est déjà moins 40% de CO2 en moins. Puis tu expliques aux gens que quand au lieu de prendre 24 kg ou 25 kg, ils en prennent que 20, et ben que 1 kg par siège passager par an, c'est 50 tonnes de carburant, donc ça va baisser mécaniquement tout de suite effectivement la consommation, etc. Et donc, l'idée de dire il faut que l'industrie aérienne se réinvente complètement, eh bien déjà, donc on a point de mire 2035, sans doute un court courrier qui sera hybride et donc électrique, donc probablement, enfin on est déjà dans cette logique-là, et puis 2050, donc les avions à hydrogène, donc sans doute, ou autre chose. De toute façon, il faut décarboner complètement l'aérien. Mais la réalité, c'est qu'on décarbonera parce qu'il y aura des investissements. Ouais. Airbus, il va investir dans la recherche, dans le développement parce qu'il y a des clients. Donc si demain, il n'y a plus de clients, il n'y a plus d'investissement. Et qu'est-ce qu'on fait de tous ces gens dans le monde? Voilà, donc c'est ça ma question. Et les activistes du climat n'ont aucune réponse à ça parce qu'eux, ce qu'ils disent, c'est on va vous péter la gueule, vous avez fait n'importe quoi, c'est scandaleux, etc. Très bien, mais elles sont où leurs solutions? Voilà, donc moi je suis pour une écologie, je suis pour une vision du monde qui soit une vision des solutions et pas une vision donc ou des punitions ou de la rébellion improductive. En juin 2022, tu as lancé une levée de fonds participative. Pourquoi ce choix par rapport à une levée de fonds classique? Ah ben là c'était un choix courageux, une fois de plus, donc s'il en est, puisque en fait donc après l'émission Qui veut mon associé, donc j'ai été sollicité par un tas d'acteurs donc sur divers thématiques, et donc là j'avais été sollicité par Tudigo pour faire une masterclass, expliquer ma vision de l'investissement, etc. Moi, je connaissais mal les plateformes participatives, je connaissais les plateformes de crowdfunding donc qui font de la précommande, mais j'avais pas en tête donc l'idée qu'on pouvait aussi donc lever de l'argent auprès du grand public en dehors de la bourse, quoi. Donc là, je me suis dit, mais finalement, voilà, la levée participative, c'est quand même pas mal de vertus, et donc j'ai réfléchi pour faire Move dans une logique très simple qui est de dire, pour faire Move, il faut que j'arrive à fédérer une communauté.
quoi de mieux pour fédérer une communauté que de les engager comme actionnaires. Voilà. Et donc, j'ai exposé mon projet, ma stratégie, je me suis mis en scène et en situation, et j'ai dit, on va voir ce qui se passe, voilà. Un peu comme le stop au bord de la route, quoi, voilà. Donc, t'as des gens qui décollent jamais, voilà. Et moi, ça a été très vite, puisque j'ai fait 500 000 € en une journée, et en 3 semaines, on a fait 1,5 million, donc, d'euros, ce qui est un des records, hein, parce que dans les jauges, souvent, donc, on ajoute des investisseurs qu'on a déjà, alors que moi, pas du tout. Et moi, donc, j'ai pris le risque que ça échoue, et donc, ça a réussi. Super. Bravo. Le grand public t'a découvert dans la saison 2 de Qui va être mon associé sur M6. Comment est-ce que tu t'es retrouvé dans cette émission ? C'est une bonne question parce que moi j'étais inconnu, donc on se dit mais comment ce gland de Nadir a pu être dans cette émission ? On n'a pas posé la question comme ça. Mais certains se la posent comme ça, et d'ailleurs certains ont toujours pas la réponse, donc ça les turlupine. Justement, on va essayer de leur expliquer. Ouais, on va leur expliquer. Donc moi j'ai été contacté en fait pour faire un move, pour passer comme candidat, voilà. Parce qu'ils me connaissaient, donc moi j'ai fait plusieurs fois C'est dans l'air, j'ai fait Capital, etc. Et donc dans le domaine du tourisme, et donc ils savaient que je lançais un nouveau truc et ils avaient besoin donc de profils un peu différents, puisque le profil type de l'émission donc c'est quand même donc des boutonneux post-pubères donc qui ont fait des grosses études et qui sont issus d'un bon milieu, voilà pour la faire courte. Donc voilà, et qui en général sont en couple. Bon, et avec elle qui a fait l'école de commerce et lui qui est ingénieur ou l'inverse. Bon, voilà. Et donc ils ont besoin de profils différents. Donc ces profils différents, il y a des jeunes de banlieue qui n'ont pas de diplôme, donc ou très peu. Bon, c'était le cas par exemple de Papépi, un fermier qui vend sa baraque, etc. Bon, très bien. Ils ont besoin d'histoires humaines à forte émotion. C'est le cas d'Ashley, donc une ancienne droguée, donc qui s'en sort et qui veut lancer son application. C'est le cas de Drouin, le libraire, donc qui a eu un cancer et qui est en rémission et qui vient donc pour acheter un stock de livres et qui veut donc pouvoir rebondir et qui nous demande de l'aider donc à rebondir. Et donc l'émission essaie de réunir des profils différents. Et dans ces profils différents, il y avait besoin, comme ils ont dit, de seniorité, trouver un vieux qui se relançait. Vous avez vu, il y a des mecs de 50 ans qui relancent des projets, etc. Il n'y a pas que des mecs de 22 ou 23, quoi. Et donc là, tu cochais toutes les cases. Voilà, donc ils m'ont appelé en me disant, toi, est-ce que tu veux venir, quoi? Et donc voilà, moi j'ai dit non. J'ai dit non pour 2 raisons. La première, parce que je trouvais l'émission nulle. Et la deuxième, parce que il était hors de question que je passe devant un jury avec mon BP, etc. J'ai passé l'âge, quoi. Donc, moi, je cherche pas de mentor et je cherche pas, effectivement, donc, de conseils, donc, de la part de mes pairs. Donc, je suis tout à fait ouvert, donc, au conseil, mais en tous les cas, pas à la notation, quoi. Voilà, je suis plus à l'école. Et donc, j'ai expliqué pourquoi je trouvais que l'émission était pas bonne. Donc, en l'occurrence, la saison 1, puisque il n'y avait qu'une saison, et j'ai mis en avant principalement le fait que moi je l'avais pas regardé, j'avais regardé que 20 minutes, donc c'était déjà signe qu'il y avait un problème, puisque normalement j'aurais dû être évidemment cible, ouais. donc téléspectateur d'une telle émission, voire même supporter d'une telle émission vu mon parcours. Donc ce à quoi ils m'ont dit, mais c'est plutôt une émission qui rassemble des jeunes. Ce à quoi j'ai répondu que sans doute, mais que quand tu es ancien joueur de foot, tu regardes les matchs de foot, quoi. Bon, et même si tu joues plus, quoi. Donc forcément, et donc moi en plus ils trouvent que je joue, donc encore donc c'était évident que je devais regarder l'émission. Et pourquoi je l'avais pas trouvé bonne? Parce qu'il n'y avait pas l'interaction entre le jury et qu'il n'y avait pas assez d'explications sur les conclusions qui amenait à dire oui ou non à un candidat. Voilà. Et que, grosso modo, c'était mon petit chéri, t'es bien mignon, c'est super ce que tu fais, mais j'irai pas investir. Alors là, moi, je comprends pas. C'est-à-dire que si le mec, c'est un petit chéri sympathique et qui a une super idée, on doit investir. Ou alors, il faut lui expliquer pourquoi on n'y va pas. Parce que peut-être que c'est mal délivré, parce que c'est trop tôt, parce que l'équipe est pas assez forte, j'en sais rien. Mais en tous les cas, on donne des explications. Voilà. Et donc, c'est ce que j'ai expliqué. Et ils m'ont proposé de faire un casting. Enfin, ils m'ont rappelé 15 jours, 3 semaines après. Moi, je pensais qu'ils m'auraient jamais rappelé. Et ils m'ont rappelé en me demandant donc si j'avais cessé dans des boîtes, donc ce qu'ils savaient déjà, mais ils voulaient que je confirme. Donc j'ai dit oui. Et ils m'ont dit donc est-ce que ça t'intéresserait donc d'être du côté non pas donc des candidats, mais les investisseurs. Voilà. Et donc et là, ça t'intéressait? Là, j'ai tout de suite dit quand même une chose, c'est que j'ai dit que c'est parce que je pouvais énoncer pourquoi l'émission me plaisait pas, que à moi seul j'allais changer les choses, tu vois. Et d'ailleurs, j'en savais rien si ma vision de l'émission était la bonne. Moi, j'ai livré une vision de téléspectateur, donc je suis pas producteur et je suis pas non plus, et je suis encore moins acteur, tu vois. Donc et donc je savais pas si j'allais pouvoir apporter ce qu'ils attendaient de moi, du coup. Voilà. Mais ça m'a intéressé, oui, parce que pour plein de raisons. La première, c'est que je pense qu'en termes d'ego,
on est toujours flatté, donc qu'on pense à toi donc pour une émission à 21h, donc grande audience, grand public, etc. La deuxième, c'est que c'est la seule vraie émission de business donc en France de cette dimension-là, et donc c'était encore plus intéressant. La troisième, donc c'est que ça me permettait d'aller au bout de ma logique, c'est-à-dire d'expliquer quand tu dis aux gens ce qui va pas, à un moment donné démontre que ce que tu pensais être la bonne voie, donc allait l'être. La quatrième, c'est que ça me mettait un peu en danger, ça me confrontait à des choses nouvelles, puisque moi j'ai fait des émissions de télé, mais où je venais pour développer une expertise sur le voyage, etc. J'avais jamais fait d'émissions comme celle-là, et surtout, moi ma plus grosse émission, c'était une émission sur France 2, pareil, de prime time, qui avait duré donc 1h30, et on avait enregistré pendant 3 heures, donc un vendredi après-midi. Mais là, c'était très différent. Là, on attaque le matin donc à 8h, on termine le soir à 21h30, on fait 6 cas par jour, 1h15 par cas, on n'a aucune information sur les dossiers, aucune, et à la fin, on investit notre argent. C'est la seule émission de télé où le jury prend un risque. Ah dans tous les cas, non. C'est la seule émission de télé où le jury paye le prix du risque. Parce que dans les autres, il prend des risques aussi, mais il n'en paye pas le prix. C'est-à-dire qu'à la fin, il dit tu chantes bien, elle chante mal. La fille, bon, c'est pas très grave, il en a pris 16. De toute façon, qu'il y a qu'il y ait 3 tocardes là-dedans, c'est pas très gênant. Et puis s'il ne gagne pas la finale à The Voice, il s'en fout. Si tu veux, c'est pas ça. Mais moi, si je mets de l'argent dans des boîtes qui déposent le bilan, je suis comme un gland au bout d'un moment, tu vois. Et donc, j'ai pas des fortunes à disposition. En tout cas, j'ai pas le robinet pour produire de l'argent. Et donc, le fait est que ça te met une pression parce que du coup, tu découvres des marchés auxquels tu connais rien, tu découvres des gens que tu connaissais pas et sur lesquels tu dois émettre une opinion. Tu dois te projeter dans leur capacité à délivrer ce qu'ils expliquent, dans la capacité au marché qui t'indique à réellement exister et à se développer. Et tout ça en 1 heure, en ayant juste à ta disposition comme seul levier des questions. Et un peu ton portable parce que tu as le droit d'aller voir sur Instagram, etc. Voilà, si réellement il dit qu'il a une communauté, etc., qui dit qu'il a 20 000 sur Instagram, tu peux aller voir, tu peux regarder qu'est-ce qu'ils mettent, etc. Et donc, ok, ça te donne... Mais tu vois, aucun investisseur ne prend ce genre de décision en 1h10 avec, avec des échanges, etc. Et donc, et c'est quand même très engageant parce que si tu as quelqu'un qui va et que tu mets 300 000 euros, tu peux pas comme ça te déjuger, sauf si évidemment il a menti et que quand tu fais les due diligence, c'est-à-dire quand tu vas aller après donc regarder la réalité de la boîte dans les semaines qui suivent, si évidemment il a menti sur le chiffre d'affaires, s'il a menti sur une licence qu'il dit avoir et qu'il n'a pas, là évidemment on peut se déjuger. Dans les fauteuils de l'émission, tu as retrouvé un autre investisseur qui a un parcours de vie assez similaire au tien, donc qui est Anthony Bourbon. Vous êtes tous les deux partis de rien, sans capital financier notamment. Par contre, vous avez une vision qui est très différente en termes d'investissement, c'est le moins qu'on puisse dire. Oui, tu peux t'arrêter à vision. On a une vision qui est très différente. Comment est-ce que tu l'expliques ? On a des profils très différents. C'est-à-dire que Anthony, il n'y a pas une phrase où il dit pas qu'il vient d'en bas. Voilà, moi, si on me pose la question, je réponds, mais j'en ai pas fait. Donc, mon leitmotiv numéro 1 dans la vie. Anthony, donc, parle de ses parents, etc. Donc, moi, j'en parle pas. En tous les cas, pas dans les mêmes termes. Anthony, en fait, explique grosso modo, donc c'est le roi de la résilience parce qu'il avait, c'est un balafré qui n'a eu que des cicatrices, donc jeune et qui d'un seul coup, donc grâce à son courage, son énergie, etc., arrive à se réaliser. Moi, je pense que je suis la conséquence d'un cheminement qui dépasse ma seule réalité et que si, par exemple, et que ma mère, par exemple, m'a transmis au moins un capital intellectuel, moi, je pense qu'il y a 3 types d'héritage, quoi. Il y a l'héritage financier, l'héritage relationnel et l'héritage culturel. Voilà, moi, héritage financier, héritage relationnel, j'en avais pas. Donc, par contre, l'héritage culturel et intellectuel, j'ai bénéficié de beaucoup de l'attention de ma mère. Encore une fois, j'ai beaucoup lu grâce à elle. J'ai eu beaucoup de débats donc avec elle et donc ça m'a nourri et ça m'a permis aussi donc d'être ce que je suis. Et donc voilà. Donc la différence de vision, c'est qu'il y en a un qui pense que rien n'existait avant sa naissance et moi, j'ai bien conscience que l'humanité a tourné sans moi. Tu dis ça, mais vous entendez bien quand même. Ah, mais je l'adore. Ah, voilà. Non, mais je l'adore. C'est-à-dire que je pense. Attends, mais je vais même compléter. C'est-à-dire que, encore une fois, on dit on n'a pas les mêmes visions. Et donc j'explique pourquoi on n'a pas les mêmes visions. Mais je l'adore et je pense que c'est le meilleur investisseur de la bande. Voilà. C'est-à-dire que je pense que celui qui est le plus intelligent en matière d'analyse des dossiers, de capacité à les décrypter, donc et de capacité donc à se projeter, c'est lui. En même temps,
Je pense que il est parfois trop définitif, qu'il va parfois trop vite, et que surtout il promet trop de choses à trop de gens, parce que quand il promet à tout le monde de les aider et qu'il te dit à chaque fois je vais t'aider à créer ta marque, je vais t'aider, il y a un moment donné, une journée c'est 24 heures, je vois pas comment il peut faire pour aider tout le monde, tu vois. Donc alors après, si c'est l'abbé Pierre de la start-up, donc de la French Tech, donc à voir, mais j'en suis pas sûr. J'ai vu les conditions de Blast Club, a priori, donc il faut mettre entre 1000 et 10 000 euros pour entrer dans le club Bourbon. Donc c'est pas Donc c'est pas complètement bénévole. Bah c'est pas Emmaüs quoi, c'est pas Emmaüs. Bon voilà. Mais encore une fois, hein, il est beau, il parle bien et il est très intelligent. Voilà, donc ça c'est incontestable. Et toi, c'est quoi tes critères pour choisir d'investir ou non dans une start-up ? Moi, les critères, je peux les donner assez facilement. Le premier critère, c'est que le porteur du projet me plaise. C'est-à-dire que je sais que je vais passer du temps avec le fondateur, et donc je préfère avoir un fondateur qui me plaise, qui soit avec qui je vais passer du bon temps, voilà. Donc et dans tous les cas avec qui il y aura un commerce agréable. Voilà. Donc premier élément. Deuxièmement, évidemment, il faut qu'il y ait un secteur qui me semble porteur, et troisièmement, il faut que j'ai le sentiment que on a les moyens de l'ambition, à la fois humain et financier. Parfois, des gens lèvent peu d'argent alors qu'en fait ils ont un projet qui nécessite d'enlever beaucoup, et donc déjà c'est foutu dès le départ, parce que finalement même si tu mets tous les ingrédients, bah, il manquera toujours les 500 000, les 600 000, les 700 000 euros qui auraient fait la différence, voilà. Et quand tu commences à être en difficulté, tu les trouves plus. Donc il fallait les trouver avant, voilà. Et certains n'en veulent pas se diluer, et donc ils se disent ouais, mais comme ça j'aurai plus d'actions, etc. Mais on s'en fout des actions. Ce qui compte, si tu veux, surtout quand tu es jeune, c'est de créer une vraie réussite. Le modèle américain est très bon là-dessus. C'est-à-dire que quelqu'un qui a fait déjà un début de réussite, il retrouve de l'argent beaucoup plus facilement pour en faire une deuxième et une troisième, etc. Et donc ce qui est important, c'est d'être successful. Donc c'est de se donner les moyens de ce succès, voilà. Ouais. Et donc voilà, je pense que c'est les trois ingrédients. Donc un marché, un homme et les moyens de l'ambition. Et dans les moyens, évidemment, je mets tous les moyens techniques, les moyens humains, les moyens conceptuels, etc. C'est-à-dire que le style projet, évidemment, est mal barré, est mal branlé. Donc voilà. Mais en tous les cas, un bon mec avec les moyens sur un projet mal branlé, eh bien, on va réorienter, on va pivoter, on va avoir les moyens de pouvoir effectivement donc rectifier le cap. Voilà. Alors que sinon, on meurt. Belle conclusion. Merci beaucoup Jean-Pierre d'avoir répondu à toutes nos questions. Avant de te libérer, on avait 3 dernières questions à te poser, qui sont les questions de conclusion de Plein Phare. La première, quel est ton endroit préféré en Bretagne ? Ce petit moment chauvinisme de Très bonne question. Non, mais alors après, c'est très personnel. Donc voilà, moi j'aime beaucoup Pontrieux parce que ma grand-mère habitait à Capagazénec et j'ai connu Pontrieux comme étant une petite bourgade campagnarde, donc sans grand intérêt. Et donc maintenant, c'est devenu un petit bourg charmant, donc avec une vraie portée touristique, donc très préservé, très authentique, très vernaculaire. Voilà. Et donc en termes d'originalité, je dirais la balade sur le Trieux, donc et Pontrieux. Ceci dit, donc j'aime beaucoup donc Plouha et les Grandes Falaises, donc je trouve que c'est un spot assez génial. J'aime beaucoup Perros-Guirec, même si c'est très touristique, donc et que la ville elle-même a pas grand intérêt malheureusement, donc elle a été un peu gâchée, je pense. Mais toutes ces grandes villas qui ont été préservées, etc. Donc c'est quand même très chouette. La plage est magnifique et ses eaux translucides, donc c'est quand même assez génial. Et pour finir, je dirais que le coin où j'ai le plus d'émotions, où j'ai le plus de souvenirs, etc., c'est Concarneau. Voilà, parce que mon adolescence était à Concarneau, et j'adore Concarneau. Là aussi, c'est une rénovation qui est magnifique. Le chemin des douaniers qui va de Concarneau, de la ville close, jusqu'à Carlévin, donc Port-la-Forêt, etc., c'est absolument génial. La plage de Sable Blanc, c'est sublime. Et Concarneau, c'est un endroit où il y a plein de gens que j'aime, et même si je les vois jamais. Et donc voilà, si mon coin préféré serait Concarneau, même si j'ai une maison à Landmonnet. Donc et si donc je suis pour l'instant installé ailleurs. Qu'est-ce que c'est pour toi être breton ? Oh je pense que c'est un peu comme être français, quoi. Moi, je me sens très français, donc je me sens pas très breton, je me sens très français. Donc parce qu'il y a une culture, parce qu'il y a une subtilité, il y a des auteurs, il y a des poètes, etc. Et donc la Bretagne, donc pour moi, c'est plutôt donc le rapport à la Bretagne, c'est forcément, ça passe par la mer. Je pense que être breton, donc c'est aimer la mer, donc sous toutes ses formes, qu'elle soit donc en termes de production, donc les couilles Saint-Jacques, les ormeaux, etc. Bon, et les moules, les huîtres, etc. Et aimer la mer donc pour le bateau, aimer la mer donc pour l'aventure, parce que les Bretons ont été partout dans le monde, on trouve des Bretons partout, même par exemple. Voilà, il y a même des endroits, par exemple au Sénégal, donc ils disent care pour la maison. Voilà, c'est un mot qui vient du breton, quoi. Donc peut-être que mon sens de l'aventure vient de là, c'est-à-dire que voilà, les pêcheurs ici, quand on est à Paimpol et que on voit effectivement les pêcheurs d'Islande, Pierre Loti, etc.
on voit bien la prise de risque, on voit bien la nécessité, nécessité fait loi, donc ces gens qui ont dû partir pour gagner leur vie et qui ont été courageux, et la mer a souvent été donc le point de départ de bon nombre effectivement donc d'aventures. Donc je dirais, voilà, être breton, c'est aimer la mer, mais c'est aimer, alors on pourrait me dire, mais c'est pareil pour finalement être du Var. Non, parce que c'est aimer la mer pour toutes ses dimensions, y compris donc quand elle est déchaînée, y compris donc quand elle te prive de gens parce que ils meurent en mer. Voilà, c'est la mer en fait, c'est au cœur de la vie en Bretagne. Et dernière question, quelle est l'entreprise à suivre en Bretagne ? Quelle est l'entreprise bretonne qui t'inspire ? Alors écoute, j'en sais rien parce que je ne suis pas un spécialiste des boîtes bretonnes. Ceci dit, il y a un petit jeune donc du côté de Vannes qui veut inventer donc un modèle d'hébergeur donc internet écolo donc qui s'appelle Stratosphère qui m'a l'air d'être à suivre avec intérêt. Je trouve que dans l'agroalimentaire ou l'alimentaire tout court il y a une dimension en Bretagne qui est assez incroyable puisque en Corse, la première boîte d'agroalimentaire fait 15 millions d'euros. En Bretagne, tu as des mecs qui font de la soupe de poisson à Concarneau, ils font 10 millions, ils exportent au Japon et ils sont millièmes dans la hiérarchie des boîtes bretonnes, quoi. Et donc la Bretagne est quand même une terre d'entrepreneurs assez incroyable. Donc évidemment Leclerc, Intermarché, on va pas tous les faire, mais il y a évidemment maintenant les nouveaux Bolloré, etc. Donc je pense qu'il y a ici une production effectivement d'entrepreneurs parce que encore une fois c'est une terre de courage, quoi. Donc c'est une terre qui permet pas mal de choses, mais il faut aller le chercher, quoi. Ça tombe pas du ciel, quoi. Voilà, on n'est pas au paradis, on doit le construire, quoi. Voilà, donc il t'a pas été donné. Et tu dois faire ton paradis sur terre, donc à partir des éléments qui sont à ta disposition. Et donc voilà, la Bretagne est une terre de courage, et le courage, encore une fois, c'est le terreau, et le ressort pour entreprendre. Pour nos auditeurs qui voudraient réserver un voyage responsable, est-ce que tu peux nous rappeler l'adresse du site Fairmove ? D'abord, je vais rappeler la définition, le tourisme responsable. Encore une fois, réconcilier la planète, les populations locales et le tourisme. Et donc l'adresse Fairmove, avec 2o.fr. Vous êtes les bienvenus. Et alors, si vous voulez vous engager un peu plus, vous pouvez devenir Fairmover engagé. Donc ça coûte 49 € qui vous sont remboursés dès le premier voyage. Et effectivement, c'est moins cher que chez mon ami Bourbon. Mais ceci dit, à 49 €, tu peux en avoir des marfides. Un grand merci, Jean-Pierre, d'avoir fait partie de l'aventure Plein Phare. Pour les auditeurs qui peuvent te suivre, je crois que tu es disponible sur LinkedIn également. Ouais, LinkedIn, j'ai 23 000 personnes qui me suivent déjà, donc bienvenue aux nouveaux. Et Instagram, un peu plus de 10 000. Voilà, et donc il faut se dépêcher parce que après la saison 3 de Qui est mon associé, là, ça va exploser complètement. Et donc j'aurai plus le temps de répondre aux questions des gens. Un grand merci, Jean-Pierre, d'avoir participé à l'émission. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci à Jean-Pierre Nadir de nous avoir partagé son parcours, ses conseils business et son expérience d'investisseur. Nous espérons que cet épisode vous a plu également. Si vous souhaitez continuer cet échange avec Jean-Pierre, vous pouvez retrouver les liens de Fairmove et ses réseaux sociaux dans les notes du podcast. Merci à vous pour votre écoute. On se retrouve d'ici 15 jours pour un nouvel épisode. Retrouvez-nous sur nos réseaux sociaux, Instagram, LinkedIn et Facebook, ou sur notre site pleinphare-podcast.fr. N'oubliez pas de nous laisser un avis sur votre plateforme d'écoute favorite si l'épisode vous a plu. À très bientôt!